pas faire BFM TV, mais on va parler de Q4. Bon, c'est en constante évolution et déjà ce qu'on dit maintenant, c'est plus du tout ce qu'on disait il y a quelques mois. Finalement, le boycott, c'est bien quand on a le choix, mais quand on n'a pas le choix, on boycotte rien du tout, quoi. Tout de suite, on se démarque et tout de suite, la niche devient en fait intéressante et peu concurrentielle. Tout ce que vous faites, c'est que vous dispersez vos BSR et puis aujourd'hui, c'est largement amorti, quoi. Vous devez rentrer des cailloux, des graviers et du sable dans le bocal. Qu'est-ce que vous faites? Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je m'organise pas. Salut Clément! Salut Nico! Ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien. Eh Et ben, toi? ça va très bien aussi. Je suis super content de t'accueillir dans cette interview. Donc, le deuxième de la chaîne. Si vous n'avez pas vu, la semaine dernière, j'ai sorti une interview avec Pierre B à propos du Print on Demand. Et aujourd'hui, j'accueille Clément de KDP Fastoche. Juste avant de commencer, l'idée en fait de ces interviews, c'est le retour qu'on nous a fait et c'est un petit peu le but que j'avais à la base, c'est d'avoir des discussions un peu générales et assez motivantes sur KDP et tout ce qui tourne autour de KDP. Et le but, c'est que vous mettiez votre ordi, votre téléphone ou autre un petit peu de côté, vous allez laver vos vitres, faire du ménage ou faire votre petite promenade quotidienne Covid et vous nous écoutez un peu sous forme de podcast. Donc ça va durer un petit peu de temps et le but c'est de partir un petit peu, de faire des digressions, de faire des discussions autour de KDP et je pense que ça va être assez cool. Clément, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Ceux qui ont, normalement, pas mal de gens te connaissent, mais tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui arrivent. Ouais. Donc, moi, c'est Clément. J'ai commencé à publier sur KDP en fait fin février, donc juste avant le premier confinement. Voilà. Et après, on va dire 2-3 mois après ça, j'ai ouvert une boutique donc de vente en fait d'intérieur préfabriqué. Et, euh, et voilà. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, je vis de ces deux activités en fait. Et pour situer un petit peu, est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce que tu faisais avant pour la motivation et le côté passage à l'action, transition et remise en question? Ouais, ouais, complètement. Moi, je suis dans un cas en plus vraiment où voilà, j'étais obligé de changer mon fusil d'épaule et de m'adapter parce que je suis DJ à la base, donc en boîte de nuit et sur des soirées privées. Donc c'était mon travail à temps plein en fait depuis 2013. Et donc là, forcément, crise du Covid, plus de boîtes ouvertes, quasiment plus d'événements. Donc voilà, obligé de trouver des solutions alternatives. Et ça tombait bien en fait que je me sois mis à KDP juste avant le confinement. C'est un petit peu la chance dans ce malheur. Et du coup, ça m'a permis de m'y mettre à fond en fait dès le mois de mars en fait. Et voilà, et de ne pas m'arrêter depuis grâce aux résultats assez satisfaisants pour moi que j'ai eu quoi. Et ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout le même type de compétences, DJ et KDP. Est-ce que du coup, des choses t'ont servi, le côté créatif, le côté un peu artiste peut-être? Ouais, voilà, fibre artistique, je l'ai un petit peu. Hein. Je suis pas non plus, je considère pas comme un artiste, mais c'est vrai que c'est important d'avoir ce petit côté-là pour faire des créations de couverture, quoi, surtout même les intérieurs. Et oui, avoir une fibre artistique, on va dire que ça aide, ça, c'est sûr. Ouais. On en reparlera à la fin, mais la créativité paye sur KDP et de tous ceux que j'ai pu voir, tous les témoignages que j'ai, les plus grandes réussites, c'est souvent des gens créatifs qui sont sortis du lot, qui ont réinventé la manière de faire du low content et on en reparlera peut-être à la fin. Donc on va peut-être commencer par parler de l'actualité. On va pas faire BFM TV, mais on va parler de Q4 et du deuxième confinement et les pronostics sur les ventes. Comment se passe ton début de mois sur KDP? On est le 12 novembre aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de quels sont tes pronostics de vente pour Q4? Est-ce que pour toi le confinement va avoir un effet bénéfique sur les ventes KDP ou plutôt négatif sur toute l'économie au final? Mm, mm. Alors moi, de ce que je constate là depuis le début du mois, je trouve qu'il y a quand même une compétitivité du marché qui s'est vachement accentuée. Hein. On le voit au niveau des BSR par exemple, moi j'avais un livre en fait quand il stagnait autour des 1000-1500 de BSR. Ça représentait environ 10 ventes par jour. Là, il a toujours ce BSR là, mais c'est plutôt voilà, le double, on va dire. À peu C'est près une ça. vingtaine.
Donc, pour ceux qui arrivent, donc le BSR, c'est le Best Seller Rank, c'est le rang de meilleur classement. Plus le rang est bas, plus vous faites des ventes. Et donc, forcément, en ce moment, comme il y a plus de volume de ventes sur Amazon, si vous aviez un BSR 1000 avant, ça correspond à beaucoup plus de ventes aujourd'hui qu'il y a un mois, puisqu'il y a tout simplement plus de ventes en valeur absolue sur tous les livres. Ouais, c'est clair, ouais. J'ai l'impression que ça vaut aussi pour tous les marchés, pas seulement en France. Ouais. Et après, est-ce que le confinement, il aide? Ben, le confinement en lui-même, si on l'entend comme le premier, non, parce que voilà, il y a pas, il y a les écoles qui sont ouvertes, donc c'est pas la même chose. Mais par contre, le fait que les librairies soient fermées, ça, je pense que ça peut avoir un impact pas négatif pour l'économie et les petits commerçants, mais positif pour les gens comme nous qui publions sur des plateformes de e-commerce. Ça, c'est une quasi-certitude. Et même si on entend les politiques et plein de gens en parler à la télé, et dénigrer Amazon et dire aux gens de ne pas acheter, je pense qu'on n'a pas grand-chose à craindre de ce côté-là parce que les gens le font quand même. En fait, ils n'ont pas le choix. Donc, C'est ça. Hier en live, on disait, donc on a tenu un live hier, le sixième live du défi Q4. On disait finalement le boycott c'est bien quand on a le choix, mais quand on n'a pas le choix, on boycotte rien du tout, quoi. Les gens vont préférer acheter sur Amazon qu'arriver les mains vides à Noël sans cadeau. ouais, c'est clair. C'est ça. Ouais, ouais. Et puis En même, je pense plus, que ouais, les gens ont déjà l'habitude de commencer beaucoup sur Amazon et c'est pas comme ça qu'ils vont changer leurs habitudes. Au contraire, hein, je pense que plus ça va aller, plus le e-commerce va continuer à monter en puissance, hein. d'ailleurs, donc il y a eu les librairies qui ont fermé, il y a même la Fnac qui a fermé son rayon librairie suite aux protestations des libraires. Et c'est toujours d'actualité ou pas? C'était ça au début du confinement. Mais bon, Il ça me veut semble dire qu'en que gros, il n'y a plus qu'Amazon qui vend des livres, quoi. moi, je suis allé en tout cas dans le centre commercial à côté de chez moi hier. Et effectivement, tous ces rayons-là de culture, même de jouets pour enfants, tout ça, c'était fermé. Ouais, donc c'est tous Donc, les cadeaux vont se faire sur Amazon, hein. ouais, ouais, après, c'est terrible, hein, franchement. C'est bien pour nous, mais moi, ça me dépite un peu Ouais, c'est clair. surtout qu'en fait, ils concentrent les gens dans une surface qui est plus réduite. Au lieu d'ouvrir tous les rayons. Oui, non, ça n'a aucun sens, clairement. Il n'y a pas trop pas trop de logique là-dedans, ça c'est clair. Ouais. Et Donc, d'ailleurs, une petite chose que j'ajoute, je l'ai déjà dit hier en live, mais on n'était qu'une petite centaine, donc pas tout le monde l'a vu. Donc la semaine dernière, j'ai fait une interview avec Pierre B, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Et Pierre, lui, il fait du print on demand et il a, en plus de ses marketplaces, il a un atelier à lui où il fabrique ses produits, il les expédie, donc il fait les colis et il voit toutes les informations de ses clients. Et il a remarqué que beaucoup d'adresses de facturation n'étaient pas les mêmes que les adresses de livraison. Donc, c'est des gens qui font des cadeaux pour les envoyer à leurs proches. Et finalement, on a tendance à se dire, Amazon, on va faire ses cadeaux, et puis ensuite on ira à Noël avec les cadeaux. Et donc, il y a des gens qui disent, ouais, mais s'il n'y a plus de Noël, si ils nous confinent et qu'on peut faire que Noël à 4 personnes, bah, il y aura moins de cadeaux. Finalement, peut-être pas, parce que les gens vont envoyer les cadeaux chez leurs proches. Et Amazon, c'est tellement pratique. On paye avec sa carte, adresse de facturation, mais adresse de livraison chez la personne. On peut même mettre le paquet cadeau qui est fourni avec pour quelques euros. Donc franchement, ça va y aller à mon avis. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est triste pour l'économie, mais pour nous, rassurez-vous, je pense que le confinement va avoir un bon effet sur les ventes. On peut peut-être faire une transition sur ton parcours et KDP Fastache. Donc, présente-nous comment t'es venue l'idée de faire une boutique, comment tu as réussi à te démarquer. Et donc, sur cette boutique, tu vends des intérieurs préfabriqués avec des nouveautés tout le temps. Tu fais des packs limités, tu essaies de mettre de la qualité dans ce que tu fais. Et comment tu trouves des idées, comment tu trouves tout ça, et comment ton expérience KDP Fastoche te permet de progresser sur KDP. Quels conseils aurais-tu à donner en termes de recherche d'idées, puisque c'est un petit peu ce que tu fais tout le temps pour le site? Donc, il va peut-être falloir que tu me rappelles des questions parce que je crois que Ouais, pas de souci. Donc, en j'ai gros, c'est écrit. KDP Fastoche, pourquoi et que t'apporte KDP Fastoche en termes de recherche d'idées de niche sur Amazon? Alors déjà, comment m'est venue l'idée de créer en fait cette boutique? L'observation en fait de ce qui de ce qui se fait en Amérique. Donc eux, ils ont déjà Creative Fabrica et Google par exemple. Et sur le marché francophone, en fait, il n'y avait pas grand-chose. La seule chose que j'ai trouvée,
C'est une boutique, en fait, c'est des formateurs qui ont aussi quelques intérieurs préfabriqués. Bon, je pense on peut citer, c'est Locontet France. Et eux, c'était les seuls, en fait, qui proposaient quelques intérieurs. Mais bon, c'était une chose parmi plusieurs choses qu'ils proposaient. Et moi, je me suis dit que dans ce créneau-là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et voilà, je vais le faire à fond. Je vais orienter la chose uniquement sur les intérieurs. Et puis, on verra ce que ça donne. Et puis là, ça fait 6 mois maintenant que c'est ouvert. Et puis, ça fonctionne bien depuis le début. Donc, je suis assez content. Et, euh, et voilà. Ensuite, la prochaine question, c'était? La prochaine question, c'est donc quel est le fonctionnement que tu utilises pour trouver des idées pour KDP Fastoche, mais du coup qui s'applique aussi pour tous ceux qui nous regardent pour trouver des idées de carnet à publier sur Amazon KDP. Ouais. Alors, plusieurs façons, on va dire, de rechercher. La première, enfin, en tout cas, que moi je fais, c'est que je vais sur Amazon, je vais partir sur une idée, et souvent, en fait, de cette idée va découler d'autres. Enfin, je vais Tu vas te bifurquer, on va dire. perdre un peu sur Amazon. Voilà, me perdre un peu sur Amazon, comme on peut se perdre voilà, sur YouTube quand on regarde des vidéos, quand on ne sait pas trop quoi faire. Et, euh, et en fait, c'est comme ça souvent que je trouve en fait des idées auxquelles j'aurais pas pensé à la base, en faisant des connexions entre des livres, en cherchant voilà, les livres qui sont liés à ce que je suis en train de regarder, ou alors en cherchant dans les rubriques aussi. Il y a plein de sous-rubriques et de sous-sous-rubriques en fait dans la catégorie des livres. Et dans ces choses-là aussi, on peut trouver des trucs assez intéressants. Et voilà, donc ça c'est pour le premier axe, on va dire. Le deuxième truc, petite technique que j'utilise, c'est que je suis en fait un peu l'actualité. Et il y a souvent des petites passerelles à faire entre ce qui se passe dans le monde en ce moment et ce que nous, on peut proposer en tant que créateur de carnet, en fait. Et donc là, pour citer deux petits exemples, par exemple, là, c'était il y a à peu près un mois et demi, les restaurateurs étaient tenus en fait de tenir un registre pour leurs clients, pour noter en fait les heures de passage, combien ils étaient, pour prendre leurs coordonnées. Et donc ça, c'est quelque chose en fait qui n'existait pas encore. Donc au moment où j'ai vu ça, moi j'étais sur mon portable en fait, hein, j'étais en train de regarder les actualités. Et par hasard, je tombe dessus et là je me dis, punaise, ah ouais, mais ça, il faut que j'aille tout de suite regarder si ça se fait sur Amazon. Et il y avait seulement un carnet, le content à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, ben, il y a quelque chose à faire. Vite, je rentre chez moi et je fais le truc. Et bon, ça a fonctionné, ça a généré quelques ventes, mais bon, manque de bol, une semaine après, tout le monde avait repéré le filon et en plus de ça, les restaurateurs se sont fait fermer. Donc bon, ça n'a pas duré longtemps, mais bon, Un c'est un exemple en exemple tout comme cas. quoi il y a des choses à faire voilà, en fonction de l'actualité. Et donc ça, c'est des choses un peu évidentes, on va dire, mais il y a des trucs aussi comme, par exemple, se servir de films ou de séries qui sont tendance en ce moment et voir ce qui peut être lié avec ça. Donc par exemple, là, sur Netflix, il y a une super série qui est sortie il y a à peu près 3 semaines, un mois de ça, qui s'appelle Le Jeu de la Dame. Donc c'est une série en fait sur une prodige des échecs voilà, qui gravit les échelons et qui finit par battre les meilleurs. Et donc, ça parle forcément voilà, des échecs. Et nous, ce qu'on peut faire en rapport à ça, c'est des carnets de score d'échecs. Par exemple, je me dis l'effet confinement, tu vois, où les gens voilà, ils jouent vachement plus aux jeux de société et tout ça, plus le fait qu'il y ait eu ça. Bon, pourquoi pas proposer ce genre de carnet. Donc ça, c'est ce que j'ai proposé, par exemple, sur KDP Fastoche la semaine dernière. Voilà, c'est des exemples un peu comme ça. Ouais, tu t'inspires de ton quotidien, de ce que tu regardes, de ce que tu lis, de ce que tu vois, des discussions avec tes proches aussi. Des Ouais, ouais. fois, tu as un ami, une tante ou quoi qui fait une nouvelle activité et tu fais, ah super, je vais faire un carnet, je vais voir si cette niche existe. Ça, Ouais, c'est bien sûr, vraiment... le fait de parler à son entourage, enfin moi en tout cas, ça m'a donné des idées parce que bon, forcément, chacun a ses passions, ses petits trucs dans la vie. Il y a des gens qui sont dans des domaines complètement opposés des nôtres qu'on connaissait même pas et en s'intéressant aux autres, oui, forcément, on découvre des sujets qu'on peut nous exploiter.
Ouais. C'est clair. Finalement, pas mal de personnes cherchent les techniques miracles pour trouver des niches rentables, super mathématiques, super, avec des outils avancés, payants et tout. Au final, juste faire preuve de créativité, tendre ses oreilles et être un peu malin, c'est vraiment finalement ce qui marche le mieux. Ouais, c'est clair. Je pense pas qu'il y ait vraiment de niche miracle. C'est juste voilà, une question de timing aussi, hein. Des fois, il y Ouais. a une niche qui peut très bien fonctionner à un moment, mais pas du tout 6 mois après ou 6 mois avant. C'est aussi pour ça que ça donne de l'espoir. Il y a toujours des manières de réussir, même si vous arrivez en retard, même si vous arrivez en 2022. Je ne sais pas comment sera le marché KDP en 2022, sûrement beaucoup plus concurrentiel que maintenant, sûrement différent et pas forcément avec moins d'opportunités. Il y aura des choses à faire. Ouais. Là, par exemple, on se dit, bon, confinement, ça commence à sentir mauvais, la crise économique, les problèmes. Euh, Par exemple, des thématiques comme le survivalisme sont en train d'être en plein essor, des thématiques comme la production de nourriture chez soi, comme l'autonomie en énergie, comme tout ce qui va être le chez soi, finalement, ça va être de plus en plus important sur les marchés. Et donc, c'est aussi plein d'opportunités dans plein de sous-niches à travers toute cette mouvance d'autonomie chez soi. Finalement, on n'a plus confiance dans les autorités, on n'a plus confiance dans le système classique. Donc, on Mm. va essayer d'être autonome. Et tout ça, ça donne l'opportunité de faire plein de carnets et plein de publications sur KDP. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'il n'y avait pas forcément il y a un an. Pourtant, il y a un an, c'était moins concurrentiel sur d'autres niches. Donc voilà, il y a toujours des manières de rebondir. Essayez de voir un petit peu les tendances long terme, ce que vous dit, ce que vous sentez au niveau de l'actualité. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, D'ailleurs, à ce propos de timing, de tendances qui évoluent, je sais que toi, tu as, pas mal de succès sur les carnets saisonniers. Notamment, tu me parlais de ton carnet Halloween du mois d'octobre, peut-être que tu pourras en parler. Et je sais que moi, j'ai plutôt une tendance à viser des petites niches bien segmentées, à être un petit peu dominé, plein de micro-niches. Et mes revenus, c'est plutôt l'accumulation de plein de mini best-sellers dans des niches. Et par exemple, il y a d'autres personnes qui sont plutôt focalisées à mort sur une niche concurrentielle, qui ont une stratégie très agressive. Donc toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Raconte-nous un peu ton expérience avec les carnets saisonniers. Ouais. Moi, déjà, je pense il faut faire un peu de tout. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les carnets. En fait, j'aime bien les carnets thématiques. Voilà, les carnets où on peut développer un petit côté un peu artistique, entre guillemets. Et moi, voilà, j'aime bien faire des choses qui me plaisent. Forcément, il y a des carnets où je sais très bien que si ça ne me parle pas trop, je vais faire un truc pas terrible, je ne serai pas content de moi, ça va me saouler, donc je préfère pas le faire. Par exemple, il y a le niche de la religion, où je sais que ça fonctionne, hein. Il y a des livres qui marchent même hyper bien. Mais moi qui suis pas du tout croyant, et ça m'intéresse pas, donc je sais que je ne ferai jamais de carnet là-dessus. Mais c'est vrai que des niches comme Halloween, où il y a moyen de faire des choses, voilà, des dessins pour les enfants, moyen de choisir des typographies aussi qui changent un petit peu. Et donc ça, c'est un côté que j'aime bien. Et voilà, donc moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais proposé un pack là, sur KDP Fastoche pour Halloween, donc avec des coloriages et des listes de mots. Donc je me suis servi en fait de ce pack pour faire. J'ai fait 3 livres en tout. Bon, il y en a 2 sur 3 qui ont quasiment rien donné. Mais il y en a un, c'était un carnet de mots mêlés en fait, avec des petits coloriages en miniature sur chaque page de mots mêlés. Et avec les mots que j'avais déjà sur la liste en fait. Ouais. Et donc ça a généré un peu plus de 400 euros sur le mois d'octobre. Donc, super ratio investissement en temps et rentabilité derrière. Tu as peut-être travaillé une journée sur ce carnet ou deux Ouais, et même pas, ça a pris ouais, même pas une demi-journée. une Même pas. demi-journée et 400 euros. Et Ouais. ça prouve aussi que ton pack était rentable. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais KDP Fastoche, ils vont vendre des intérieurs à tout le monde. Et donc, forcément, si on a tous les mêmes intérieurs, on va tous faire pareil. Ça n'a aucun sens. Oui, mais non, parce que déjà, les packs sont limités. Et deuxièmement, après, si vous êtes un peu comme ça, brut, vous arrivez, vous prenez le pack et vous faites un carnet, oui, ça va pas avoir un grand intérêt. Mais l'idée, c'est de combiner et de rajouter. En fait, le pack, ça permet d'accélérer la création parce que tu as des images déjà faites et tout, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de travail derrière. Et toi, tu as utilisé ton pack pour en faire un livre vraiment unique avec mix, mots mêlés, coloriage. Et on peut imaginer plein de combinaisons. Voilà, ouais, en fait, l'idée, c'est d'apporter une base, hein. C'est pas que
de donner la chose comme ça et que tout le monde l'utilise sans rien faire, ça c'est sûr. C'est pour ça que voilà, ils sont tous modifiables et que j'ai aussi fait une vidéo pour montrer comment modifier ces coloriages ou en tout cas comment apporter d'autres éléments à l'intérieur. Et voilà, et en fait, il y a même des niches où on dit que c'est saturé, ça sert à rien d'utiliser ces intérieurs, mais en fait, c'est pas toujours une question de niche, ça dépend en fait de comment on le tourne. Une niche, ça peut être tourné de plein de façons en fonction de comment on amène le truc, en fonction de sa couverture. J'avais fait un petit article dessus où j'expliquais par exemple un carnet de rendez-vous. Bon, ça peut paraître comme ça saturé. Alors c'est sûr, si on fait un carnet très classique avec marqué juste carnet de rendez-vous et une couverture sobre, bon, ça va sûrement se noyer en plein milieu de la masse. Mais par contre, si on fait un truc niché pour une certaine catégorie de travailleurs, avec un petit message humoristique sur la couverture, ça, voilà, tout de suite, on se démarque et tout de suite, la niche devient en fait intéressante et peu concurrentielle. Voilà, il faut faire preuve d'imagination, que ce soit pour les intérieurs, mais aussi pour les idées de niche. Ouais, du coup, on peut le faire avec des carnets de rendez-vous, mais on peut aussi le faire, par exemple, avec des agendas. Des agendas, il y a tellement de Oui, tout à couvertures fait. de thèmes différents, ou même on peut le tourner, en fait, donc, je disais, donc ça, c'était un exemple. Un autre exemple, par exemple, la niche des agendas. Ça, c'est pareil, où, en fait, on peut très bien tourner la chose avec plein de thèmes différents au niveau des couvertures, mais aussi au niveau de l'intérieur. On peut très bien l'orienter je sais pas, pour le thème de l'Asie, le thème de l'Asie, par exemple, avec en mode calendrier chinois, avec voilà, en orientant un petit peu le truc là-dessus. Il y a plein de petites sous-niches comme ça qui sont exploitables. L'idée, c'est vraiment de fournir une base, en fait, de gagner du temps de travail, parce que voilà, c'est quand même assez long. Mais l'idée, c'est pas que tout le monde fasse pareil, ça c'est clair et net. Donc voilà, encore une fois, ce qui marche, ce qui est automatique, facile, etc., oublié. Clément vous vend des intérieurs préfabriqués qui sont la base de votre travail, mais ensuite c'est à vous de donner du potentiel à ça, de faire preuve de créativité et d'apporter la valeur ajoutée tout simplement. Euh, D'ailleurs, on peut peut-être parler de quelque chose qui est assez... on en a parlé un petit peu dans le live hier, mais c'est les carnets medium content en fait. Au début, quand je suis arrivé, c'était en 2019, il n'y avait que du no content. J'ai toujours trouvé que c'était pas du tout quelque chose d'intéressant à faire parce que la barrière à l'entrée est trop faible et voilà, on peut très vite copier un carnet no content. Il suffit de créer une couverture un peu pareille. En général, c'est une couverture humoristique, typographique. Voilà, il ne faut pas être très fort pour copier ça. Donc, et en plus, les carnets qui sont implantés, ils ont énormément de reviews, donc ils vont toujours vendre. Voilà, les personnes sont arrivées à la bonne période, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, j'ai fait du low content, etc. Et puis, en fait, finalement, au fil du temps, la concurrence arrive, augmente, les gens font preuve de créativité, tout le monde se forme, il y a des formateurs qui donnent des bons conseils, donc le niveau général augmente et il faut aller un peu plus loin. Et on a vu émerger un petit peu un nouveau type de carnet qui est du medium content. Donc, le content, c'est des carnets qui sont rédigé. Donc, vous avez rédigé un e-book de voilà, 50 à 200 pages sur un sujet, un petit guide pratique de 50 pages jusqu'à un gros livre de 200 pages bien fourni que vous vendez 25 euros avec 12 euros de royalties de marge. Ça met beaucoup de temps, mais à la fin, c'est rentable si ça fonctionne. Et puis, il y a le content, ce qu'on fait. Et il y a un petit peu des trucs entre les deux où vous mélangez des parties rédigées, des parties qui sont plus préformatées, des parties activités. Finalement, il y a tout le panel en fait d'intermédiaires entre le no content qui est juste des lignes et le content qui est vraiment une rédaction d'un livre. Toi, tu as, une petite expérience à ce niveau-là ou pas? Ça t'intéresse ce genre de carnet? Moi, les carnets no content, c'est la première chose que j'ai faite parce que voilà, c'était facile de commencer. Pour se faire la main, c'était très bien. Mais j'ai pas continué là-dedans. En fait, je suis très très vite allé sur le low content. Donc, j'ai quasiment aucun carnet no content. Et comme toi, oui, je pense que ça permet d'apporter quand même une valeur au client que n'amène pas le carnet no content. Après, il faut reconnaître qu'il y a des niches où c'est intéressant de le proposer. Tu avais parlé une fois de la niche des ATSEM ou des maîtresses Oui. que les enfants offraient en cadeau à leur maîtresse ou ATSEM. Et ça, c'est clair que c'est une super idée. Et en plus, il y a des gens qui ont cartonné avec ça, hein, qui ont eu des BSR qui
ont fait un top 100 même avec ça. Donc, ouais, il y a des choses à faire, c'est clair. D'ailleurs, ces genres de carnet medium content, c'est un peu émergé donc par la créativité de certaines personnes qui se sont demandé comment apporter de la valeur. Il y a une autre manière de le faire, c'est aussi de combiner des supports et d'importer des idées provenant d'autres supports. Donc, par exemple, nous, on fait des carnets, donc tout ce qui est, on va dire, même livre broché. Mais finalement, vous avez plein d'objets qui font des cadeaux qui existent. Vous avez des t-shirts, des mugs, des cartes d'anniversaire, des cartes cadeaux, je sais pas, des casquettes. Vous avez plein de choses. Et en fait, vous pouvez tout simplement apporter des idées qui proviennent d'un marché dans un autre. Moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple, avec des carnets d'anniversaire ou comment ça, des guestbooks, là, des livres d'or, où en fait, il y avait tout le temps les mêmes livres d'or. Et finalement, les cartes anniversaires étaient énormément fournies. Quand vous allez dans la rue et que vous passez, vous avez les petits marchands de cartes, là, vous voyez, il y a plein de cartes super drôles. Vous vous arrêtez, vous prenez des photos, ça vous donne plein d'idées et ça vous donne des idées à faire sur des carnets livres d'or, par exemple. Bon, aujourd'hui, c'est des choses qui sont connues, mais à l'époque où j'en faisais, c'était pas du tout connu. Et en fait, vous avez énormément d'opportunités comme ça. Et pour donner un nouvel exemple, là, en ce moment, je fais à fond du merch by Amazon. J'ai des bons résultats. Je pense que ce mois-ci, je vais dépasser les 500 euros et le mois prochain, les 1000 euros, alors que j'ai commencé en septembre le marché européen. Comment je me suis démarqué? Tout simplement, j'ai utilisé en fait des idées de t-shirts qui n'étaient pas juste les mêmes t-shirts vus et revus aux US et en France, genre je peux pas, j'ai pêche je suis un super papa, mais aussi un motard. C'était plutôt des idées qui proviennent de petites cartes cadeaux, des blagues, des jeux de mots que j'ai trouvés sur des groupes Facebook, sur des sites d'humour. Voilà, vous pouvez toujours aller un peu plus loin dans la créativité. Et en fait, faut vous dire que la plupart des gens sur Amazon vont voir des dizaines de produits avant le vôtre, toujours les mêmes. Toujours, les gens sont pas bêtes en fait, ils voient très bien que tout le monde fait un peu pareil. Ils scrollent comme ça, c'est toujours les mêmes carnets. Et quand vous arrivez avec une nouvelle citation, un nouveau concept, une nouvelle idée, un nouveau type d'humour, là, clairement, vous allez faire la différence. Ouais. Et tu as raison là, de parler de l'inspiration, par exemple d'aller au bureau de tabac et de regarder un peu ce qui se fait. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte en fait que on savait déjà que proposer des choses classiques, ça n'avait pas grand intérêt, mais d'autant plus que en fait, dans les tabacs, ils sont beaucoup moins chers que ce que nous, on peut proposer sur Amazon, parce que nous, on est obligé de fournir un prix à minimum 5-6 euros, alors au bureau de tabac, en fait, pour 3 euros, tu 2 as un euros, livre plus gros, de quoi. mots croisés ou de sudoku et tout ça. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de vraiment se différencier, de faire des couvertures, en tout cas, qui sortent de l'ordinaire, quoi. Mais après, il y a aussi même un autre phénomène, je trouve, c'est que des fois, il y a des super bonnes idées dans les bureaux de tabac, parce que même sans parler de prix, juste l'idée en elle-même, tu vois, c'est pas juste des carnets classiques, des fois, il y a des trucs originaux. Et en Ouais. fait, je me dis qu'il y a tout un monde de l'édition, donc au sens général, hein, que ce soit l'édition de livres, mais même l'édition de carnets de jeux dans les bureaux de tabac, qui a un monde implanté depuis des dizaines d'années. Et donc, on a des professionnels de ce milieu qui ont créé des produits vraiment à haute valeur ajoutée. Et en fait, Amazon, c'est nouveau relativement au monde de l'édition classique. Et donc, juste d'importer des idées connues dans les bureaux de tabac sur Amazon, c'est déjà une valeur ajoutée. Et donc, pas de copier, mais de s'inspirer. Et en fait, il faut vous dire qu'il y a tout un monde, le monde d'avant qui commence à disparaître de toutes les maisons d'édition classiques, les librairies classiques, les bureaux de tabac qui vont être de moins en moins fournis dans ce genre de produits. Et en fait, il y a une transition qui se fait vers Amazon, c'est un peu la transition du numérique. Et vous êtes un acteur de cette transition en apportant sur le monde numérique des produits qui existent déjà. En fait, il ne s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit juste de changer de format. Et on voit ça vraiment dans plein de types de produits. Et voilà, soyez un acteur de la numérisation de l'édition. En fait, c'est un petit peu ça. À l'époque de Gutenberg, il y a eu l'imprimerie avec les scribes avant qui écrivaient à la main et des gens qui ont monté des grosses usines d'imprimerie pour créer des livres à petit prix. Bah maintenant, nous, on est des acteurs de la numérisation de l'édition, un petit peu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, complètement, ouais. Euh... Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu as dit. Je pense que on peut passer à une prochaine question. Voilà. Non, c'était vraiment un truc que je voulais faire passer, là, cette histoire de professionnalisation et voyez AKDP pas comme un petit business sympa, tendance qui est à la mode et c'est cool, on fait des revenus. Voyez vraiment ça comme
je suis un professionnel de l'édition en ligne. Et je pense que ça change tout, en fait, en termes de qualité, de ce que vous produisez et de résultats que vous avez. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est pour ça il faut tendre de plus en plus vers des choses un peu de qualitatif et voilà, c'est créer des pages d'auteur avec une thématique en faisant les choses bien et puis en arrêtant surtout de dupliquer en fait un seul type de carnet, enfin en le déclinant en 15 ou 20 couvertures différentes. Ouais. Ça, déjà, c'est pas bien parce que ça inonde la page de résultats donc c'est pas bien pour les autres, mais en plus de ça, c'est pas bien pour ceux qui le font. Parce qu'en fait, au lieu de tout concentrer sur un carnet et de potentiellement le rendre best-seller ou en tout cas qu'il apporte des revenus sur le long terme, ben, tout ce que vous faites, c'est que vous dispersez vos BSR et du coup, il n'y en a aucun qui va rester sur le long terme. Donc pour moi, il faut vraiment arrêter cette stratégie de tout publier en masse. Bon, on peut en faire deux ou trois de déclinaisons, mais pas 10 ou 15. Hier, j'étais en train de regarder les résultats de livre de coloriage de Noël. Et il y a un mec qui a inondé peut-être une dizaine de pages avec des couvertures légèrement déclinées. Ça sert Ça, à rien. c'est abusé, quoi. C'est C'est abusé. clair. En plus, le pire, c'est que la déclinaison, elle peut être faite, mais de manière intelligente et quand même en gagnant du temps. Si, par exemple, vous avez un carnet de coloriage pour Noël, un carnet de mots mêlés pour Noël et un carnet de, je sais pas, de mots croisés, bah, vous pouvez très bien faire mixer un petit peu des deux pour faire un carnet d'activité. Finalement, vous avez déjà le contenu, vous mixez, vous faites une nouvelle couverture. Vous pouvez très bien prendre un déjà existant, enlever des contenus et rajouter des coloriages que vous n'aviez pas. Enfin, quand on dit, c'est pas juste repartir tout le temps à zéro, c'est vraiment faire des déclinaisons mais de manière intelligente et que, imaginez-vous, est-ce que la personne a un intérêt à acheter votre deuxième livre si elle a acheté le premier? Si c'est non, c'est que vous le faites mal. Si c'est oui, c'est que vous le faites bien. Oui, et puis au lieu de dupliquer comme ça bêtement sur le même marché, autant traduire. Voilà, avec un livre, vous pouvez faire 4 ou 5 livres en fait. Finalement, ouais. Surtout quand c'est des livres de jeu ou de coloriage. Le coloriage, voilà, il y a rien à traduire, à part la couverture. Et ça, c'est plus intelligent de fonctionner comme ça. En plus, les traductions, c'est vraiment pas très compliqué. Donc, pour tout ce qui est traduction des mots-clés et tout, c'est autre chose parce qu'il faut maîtriser le référencement. Mais pour la traduction de la fiche, de la description et du livre, il suffit tout simplement, vous travaillez avec Canva, vous partagez votre dossier, votre fichier Canva avec un traducteur et vous lui dites, bah, traduis-moi tous les éléments et ensuite vous réagencez. Il n'y a pas besoin de refaire le boulot en reconstruisant l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et tu mets sur Canva, en fait, tu peux partager. Tu vas sur Upwork, tu prends un traducteur franco-allemand, par exemple. Il te traduit tout directement dans ton fichier. Et à la fin, bah, si le mot est plus long et qu'il dépasse, bon, bah, tu rescales pour que ça rende bien. Mais au final, tu n'as pas besoin de tout refaire, copier-coller toi-même, quoi. Faites travailler votre traducteur directement sur le fichier source. Comme ça, vous gagnez du temps. Ouais, c'est clair, moi je l'ai fait ça pour mon livre qui fonctionnait le mieux. Ouais, Et voilà, ça m'a coûté quoi, 30 euros. ouais, Et ouais. en 30 euros, voilà, je l'ai fait sur 4 ou 5 langues différentes. Et puis aujourd'hui, c'est largement amorti, quoi. Et en plus, vous pouvez même mettre une annonce cherche traducteur franco-italien, espagnol, allemand. Il n'y en a pas beaucoup. Vous allez peut-être le payer un peu plus cher, mais au moins vous en avez un seul et vous lui dites fais-moi toutes les traductions. Il n'y a pas besoin d'avoir quatre traducteurs. Souvent, les traducteurs, c'est des gens passionnés de langue. Ils sont un peu polyglottes et ils ont souvent peut-être plusieurs langues, pas qu'une seule. Donc vous pouvez en plus, comme ça, faire one shot tous les marketplaces, quoi. Ouais, après, je sais pas s'ils sont tous comme ça. En tout cas, peut-être que j'ai eu de la chance. Mais moi, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait déjà ouais, 4 langues différentes. Et il lui manquait juste l'espagnol. Et elle m'a dit, pour l'espagnol, c'est pas grave. Moi, je travaille avec un autre traducteur. Donc voilà, alors peut-être qu'en fait, pour avoir le contrat, je pense qu'ils acceptent. Puis après, ils doivent sûrement déléguer à d'autres personnes qui connaissent, qui maîtrisent Ouais. d'autres langues. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Par contre, à la fin, refaites une recherche de mots-clés. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de parler la langue pour faire une bonne recherche de mots-clés. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il suffit en fait, vous allez, par exemple, utiliser les outils comme Helium 10 ou voilà, les outils classiques de mots-clés. Et en fait, il suffit de traduire parce que c'est dans un sens et pas dans l'autre. La recherche de mots-clés,
c'est vous partez d'Amazon pour remplir votre fiche produit, alors que la création de carnet, c'est vous partez de votre tête pour créer un carnet. Donc finalement, il suffit de parcourir Amazon Italie, Amazon Allemagne avec des mots, vous essayez sur Google Traduction, vous essayez de rechercher. Vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, c'est sûrement pas la bonne traduction, pas le bon mot. Au fil du temps, vous arrivez à trouver les mots. Et du coup, en plus, vous avez les outils genre Helium 10 qui vous donnent des suggestions. Et une fois que vous avez les mots en allemand, il suffit de les traduire dans votre sens pour voir si ça correspond bien à ce que vous avez dans la tête. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de parler la langue pour créer, trouver des bons mots-clés parce que c'est des compétences plutôt techniques de maîtrise des outils et d'Amazon. Et ce n'est pas des compétences linguistiques. Et si vous donniez à traduire vos 7 cases de mots-clés à un traducteur, probablement qu'il ferait moins bien que vous parce qu'il ne connaît pas le référencement Amazon. Oui, oui, moi, je fais comme toi, hein. Je passe par Helium 10 et puis je regarde aussi sur les différentes fiches produits, qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans leur titre Voilà, respectif. c'est ça. Mais c'est clair que faire la traduction littérale français vers la langue étrangère, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, pour les mots-clés, vous conseille pas du tout de faire ça. Euh, ok, bah alors du coup, on parle là, on a commencé à dévier vers la délégation parce que on parle de traducteur et on maîtrise pas toutes les langues, donc forcément on passe par quelqu'un d'extérieur. Est-ce que toi, donc actuellement, KDP Fastoche se compose c'est quoi ton équipe et c'est quoi ton expérience avec la délégation et peut-être tes projets d'avenir pour KDP Fastoche ou pour ton compte KDP en termes de délégation, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, notamment dans le live d'hier, on en a parlé un peu et c'était assez cool. Donc Alors, délégation. oui, pour KDP Fastoche, je travaille avec deux autres personnes. Donc, il y a une personne qui crée des intérieurs avec moi. Parce qu'en fait, tout seul, c'est compliqué hein, de générer chaque semaine de nouveaux intérieurs et en plus d'alimenter sa bibliothèque KDP. Et je travaille aussi avec un dessinateur parce que, voilà, tout simplement, je suis une quiche totale en dessin et qui le fait beaucoup mieux que moi. Et Et, des coloriages sont dessinés spécialement pour KDP Fastoche. Ça, faut le dire, c'est hyper intéressant. ouais, Peu de gens font ça. ouais, complètement. Et voilà, donc la délégation, bon, c'est quelque chose que je découvre un petit peu, hein, du coup. Et c'est vrai que ouais, c'est important de trouver, de passer du temps à trouver la bonne personne avec qui ça va le faire sur du long terme, en fait. Et pour que ça se passe bien, après, je dirais que voilà, il faut pas hésiter à être assez directif, à expliquer les choses vraiment clairement, enfin limite cash à la personne et dire les choses qui vont pas directement pour pas qu'elle refasse les erreurs après derrière. Et bon, le dire avec tact, bien sûr, mais voilà, il faut mettre les choses au clair assez rapidement. Et puis après, normalement, ça ne peut que bien se passer. Je suis totalement d'accord avec toi sur cette histoire d'être directif et je pense que c'est un énorme problème de plein de gens en délégation et en plus qui se ressemblent s'assemblent. Donc si vous êtes sur cette chaîne YouTube, probablement c'est que vous nous ressemblez. Voilà, souvent on attire les mêmes personnes que soi. On est des gens plutôt gentils, plutôt sympas et donc on va avoir du mal un peu à faire le patron qui tape du poing sur la table et qui dit ça va pas, recommence, etc. Et en fait, il faut se forcer. En délégation, c'est super dur, mais il faut être dur parce que finalement, la personne en face, elle préfère que tu sois cash plutôt que tu dises oui, non, et puis au final, à la fin, c'est pas bon, tu lui demandes de reprendre. Et dites-vous, à chaque fois, vous avez sûrement dans votre entourage quelqu'un de très cash, limite un peu cru et un peu violent dans ses propos. Et au final, c'est quelqu'un que vous aimez bien. Parce que vous dites, lui, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est entier, il est cash. Et donc, les gens aiment l'honnêteté. C'est juste une histoire de perception un peu personnelle. Là, on a l'impression que si on est honnête et cash, on va être méchant. Mais en fait, la plupart des gens aiment l'honnêteté. Donc, forcez-vous, si vous êtes quelqu'un de naturellement gentil, forcez-vous à être un peu plus méchant dans la délégation. Et comme vous êtes gentil, vous ne serez pas méchant en fait, vous serez juste honnête. Donc voilà. Et être clair, c'est vraiment important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis si vous êtes autoritaire de base, justement, essayez d'arrondir les angles, on va Voilà. dire. Essayez Pas non plus de plaire d'améliorer à la vos personne, quoi. défauts. Ouais, c'est ça. Et par contre aussi, il y a un truc dans la délégation, il y a une phrase, c'est hire fast, fire, non, hire slow, fire fast. Donc,
c'est engager rapidement, engager lentement, virer rapidement. Donc là, c'était l'effet de citation était complètement pourri. Je me suis repris, mais pas grave, vous avez compris. C'était donc prenez du temps à engager la bonne personne, donc à lui faire des tests, à vraiment la remettre en question et tout. Mais par contre, une fois que vous avez pris quelqu'un, ne vous attachez pas non plus trop. Et si à un moment donné, vous voyez que ça ne va pas du tout et que ça vous ralentit plus qu'autre chose, bah, changez. Et en fait, surtout en France, ça peut paraître très hardcore, cette vision des choses. Ça fait très capitaliste, le gars qui vire les gens et tout. Mais en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que si vous n'engagez pas la bonne personne, vous allez vous faire du mal à vous-même. Vous allez mentir à l'autre personne en pensant qu'elle fait l'affaire. Ça va créer un peu des frustrations et au final, vous allez juste être dégoûté et vous n'allez pas recommencer l'expérience de délégation. Alors que si dès le début, vous dites OK, ça va pas, je ne prends pas, voilà, c'est vraiment important de faire le tri entre les bons prestataires et les mauvais. Et dites-vous que peut-être que le prestataire en face, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il convient juste pas à votre tâche, qu'il trouvera son bonheur ailleurs. Donc dites-lui en amont et ça lui évitera de perdre du temps avec quelque chose pour lequel il n'est pas fait. Donc voilà, il faut se forcer à virer les gens rapidement sans être capitaliste en mode je vire dès que tu as fait une erreur sans aucune indulgence. Voilà, je pense que vous avez compris, si vous êtes un peu gentil, il faut se forcer à être méchant en délégation parce que sinon, ça va pas aller. Ouais. Et donc, tes projets un petit peu peut-être d'avenir pour l'évolution de KDP Fastoche, est-ce que tu en as? Ou même de ton compte KDP, est-ce que tu prévois d'augmenter un peu la délégation ou... Alors sur KDP, je pense que plus ça va aller, plus la délégation, je vais l'utiliser. Et je pense que voilà, moi pour mon objectif jusqu'à la fin de l'année, c'est de continuer à publier pour maximiser les revenus sur le Q4. Bien sûr. Et à partir de janvier, où on aura le temps de plus préparer le terrain, voilà, là, avec l'expérience acquise depuis quelques mois, je pense que voilà, j'ai plus intérêt à faire une collection sérieuse, enfin, à la limite professionnelle, quoi, proche des maisons d'édition. Et donc pour ça, ouais, il va falloir engager des designers, des traducteurs pour traduire et tout ça. Et je pense que la stratégie en fait à adopter dans ce business, enfin, je dis ça maintenant, mais bon, c'est en constante évolution. Et déjà, ce qu'on dit maintenant, c'est plus du tout ce qu'on disait il y a quelques mois. Et ça se trouve, ça sera pas du tout ce qu'on dira l'année prochaine non plus. Mais moi, je pense que c'est bien de commencer en fait par des niches qui sont pas trop concurrentielles, justement pour être sûr de faire des ventes en fait. Et une fois qu'on a enfin, qu'on a commencé à générer des revenus avec ça, là, plutôt s'attaquer sur des niches concurrentielles parce qu'en fait, on dit c'est saturé, ça sert à rien. Oui, il y a beaucoup de monde, mais c'est jamais vraiment saturé parce que tous les mois, on voit des nouveaux livres percés dans des niches comme des mandalas ou des livres de coloriage de dinosaures. Donc il y a toujours moyen et c'est surtout c'est là en fait qu'il y a beaucoup d'argent à gagner parce que c'est des niches qui fonctionnent extrêmement bien et qui fonctionnent toute l'année. Ouais, Ouais, donc je pense qu'on a tous fait ça au début parce que c'était ce qui est le plus évident. Après, on s'est dit il faut plus aller sur des niches, enfin sous-nichées. Et oui, c'est clair qu'il fallait le faire, mais bon, il ne faut pas non plus sous-nicher à l'extrême parce qu'en fait, on ne touche plus personne qu'au bout d'un moment. c'est Et, clair. euh, et je pense que c'est ce cycle-là en fait vers lequel il faut aller. Donc voilà, commencer par peu importe par quoi on commence en fait. L'idée au début, c'est juste de se faire à la main techniquement. Après, essayer d'aller vers des niches peu concurrentielles pour générer des revenus et après aller sur des niches concurrentielles voilà, pour faire exploser son business, quoi. Totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en off, je crois que c'était avant-hier au téléphone, on disait donc l'approche saisonnière, en fait, elle n'est pas saisonnière au final. C'est-à-dire qu'elle va être saisonnière la première année. Par exemple, si vous faites un carnet d'Halloween et qui rank et que vous faites 500 euros pour le mois d'octobre, ok, vous avez fait 500 euros et puis après, vous n'allez plus vendre. Donc vous dites au final, j'ai fait tout ça, 500 euros, alors que si j'avais fait un livre qui fait 100 euros par mois, tout de suite, bah, j'aurais fait 1000 euros dans l'année. Sauf que l'année prochaine, votre livre va revendre. Et en fait, il faut voir votre business sur plusieurs années. Et si à chaque période de l'année, vous faites des carnets un petit peu saisonniers ou sans être dans le saisonnier pur, style carnet Halloween ou carnet
fête du Nouvel An chinois ou je ne sais pas quoi. Si vous faites juste des choses qui sont d'actualité, par exemple l'été plutôt des choses de l'été, l'hiver plutôt des choses de l'hiver, voilà. Et bien en fait, vous allez faire ça tous les mois et sur une année, vous allez remplir les différentes saisons. L'année prochaine, vous allez renforcer ces saisons et sur le long terme, finalement, vous aurez des best-sellers dans chaque période de l'année. Mais au final, sur l'année, vous serez régulier puisque vous ferez des ventes. Il y aura une rotation de vos meilleurs best-sellers en fait. Ouais, c'est Et clair. ceci couplé à la multiplication de domination dans des micro-niches evergreen toute l'année, et là, vous avez une bibliothèque ultra solide. Donc, c'est vrai que si vous voyez votre business qu'à un an, bah, c'est compliqué d'avoir une mentalité suffisante qui permette d'avoir une bibliothèque solide sur le long terme. Et voilà, c'est vrai que saisonnier, finalement, c'est pas si saisonnier que ça. Bah oui, si on touche toutes les niches, en fait, entre Saint-Valentin, Pâques, fête des grands-parents, les cahiers de vacances, Halloween, Noël, en final, voilà, on touche un peu toutes les périodes de l'année. C'est Et, ça. euh, et puis, il faut pas non plus avoir peur du carnet qui, du coup, va descendre dans le classement parce que c'est plus la période. En fait, on remarque facilement avec Helium 10 que voilà, les livres qui sont là depuis quelques années, à chaque fois, ils repartent hein, le moment où ça redevient la période. Et surtout aux États-Unis, où là, c'est encore plus que dans les pays européens. Eux, ils commencent hyper tôt en fait à faire leurs cadeaux pour ce genre de niche. Par exemple, pour Halloween, dès le mois d'août, eux, ils commencent déjà à Ouais. acheter des carnets d'Halloween. Et pour Noël, c'est pareil. En septembre, ils ont déjà commencé. C'est assez incroyable. Donc en fait, on peut faire 3 voire 4 mois de vente avec une niche saisonnière. Ouais, totalement. Et bah, c'est ce que aussi me disent. J'ai de la famille aux États-Unis et ils ont vraiment un budget achat de conneries sur, sur Amazon, plein de petites bricoles pour les cadeaux, pour toutes les fêtes inimaginables. Et ils disent, ouais, c'est vraiment un truc, les Américains, ça, ils achètent en avance et ils achètent vraiment pour des événements saisonniers. Enfin voilà, c'est vraiment très dans la culture là-bas de faire ça. Et en France aussi, hein, finalement, ça va peut-être le devenir, puisque en France, on est toujours un peu en retard sur les États-Unis. Donc au Mm. final, les pratiques un peu comme ça, on va les retrouver. Euh, Aussi, un petit sujet que j'aimerais aborder avec toi, et puis ensuite, je pense qu'on arrivera vers la fin de cette interview. On a déjà dit des choses, je pense, assez intéressantes. C'est donc là, tu as KDP Vastoche, tu as ton activité de KDP. Accessoirement, tu as ton activité de DJ avant. Peut-être qu'on imagine que s'il n'y a plus de confinement, tu vas peut-être reprendre un peu de temps en temps dans ton activité de DJ. Au final, tu commences à te déléguer des choses. Tu as en projet de déléguer encore plus. Donc, tu commences à être plutôt dans le côté entrepreneur de la force que créateur de carnet. Et comment tu fais pour gérer les différents projets en même temps? Je te pose cette question parce que je sais qu'on en a déjà parlé et que je suis dans le même cadre que toi. Moi, j'ai les formations, les partenariats, mon KDP, mon merge by Amazon, la comptabilité à côté et tout. Enfin, ça commence à être pas mal de choses en même temps. C'est pas facile. Comment tu fais pour t'organiser et quelles sont tes principales difficultés là-dedans? Ben, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je m'organise pas. Donc, en fait, j'établis souvent des plans à l'avance sur la semaine. Et au final, je me rends compte que je les respecte très rarement. Comme on en parlait la dernière fois, c'est vrai qu'il y a même des trucs que j'ai écrits il y a 3 4 mois que j'ai toujours pas fait. Et, et au final, c'est marrant parce qu'en fait, ce qu'on se dit, ce qu'on doit faire, c'est au moment où il faut le faire, on se dit ah non, ça, j'ai pas envie de faire et je préfère faire autre chose. Et du coup, je suis plus dans l'optique où voilà, je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et tant que j'avance dans mon travail tous les jours, voilà, je suis content, quoi. Le but, c'est pas d'être dégoûté en fait ou saoulé de ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc, je préfère voilà, prendre du plaisir et faire les choses comme je le sens sur le moment. Alors, je pense que c'est à peu près la même technique que j'ai adoptée et que je commence à essayer de ne plus adopter et que tout le monde adopte au début. À mon avis, c'est la technique de la boulette liste. Là, on fait une liste de tâches et puis on se dit que si chaque jour on fait une tâche en plus, finalement, on avance dans nos projets. Et en fait, je pense que c'est une grosse illusion parce que, comme tu dis, quand on arrive sur une tâche importante, on la délègue à plus tard, on la procrastine. Et finalement, c'est ces tâches importantes qui apportent toute la valeur ajoutée.
Par exemple, dans ton cas, ça peut être la création d'un bon carnet que tu avais vu depuis longtemps qui va te mettre pas mal d'efforts et il faut que tu le fasses et c'est pas facile. Voilà, il faut s'y mettre et tout. C'est un effort. Moi, des fois, ça peut être, par exemple, tourner une formation. Ça peut être, pareil, me remettre sur une niche que j'avais prévu de faire depuis un moment. Ça peut être aussi faire la comptabilité, truc un peu chiant. Et finalement, il faut plutôt prioriser sur les tâches à forte valeur ajoutée parce que les petites tâches, on pourra toujours les agrémenter dans la journée. Et il y a une métaphore que j'aime bien, c'est vous avez un bocal, vous devez rentrer des cailloux, des graviers et du sable dans le bocal. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la plupart des gens, et ce qu'on fait en faisant cette technique de procrastination et de bullet list, c'est qu'on met tout le sable. Donc après, c'est rempli à moitié de sable. Ensuite, on met les petits graviers et ensuite les cailloux, ils peuvent même plus rentrer parce qu'il y a tout le sable et les graviers qui bloquent. Alors que si on met les cailloux en premier, ensuite on met tous les graviers comme ça à la main, hop, et ça va tout se répandre entre tous les gros cailloux et à la fin tout le sable qui va s'infiltrer dans tous les petits espaces et les interstices et au final tout est bien rentré. Et c'est exactement ça, les grosses tâches en premier, ensuite les moyennes tâches et à la fin de la journée, quand on a fini à midi, 11h45, qu'on va manger à midi, finalement, on a 15 minutes pour faire la petite tâche pas très intéressante. Et finalement, on l'aura fait. Alors que si on commence à faire toutes les petites tâches intéressantes, c'est 10h, 11h, et il reste 1 heure et on n'a plus le temps de faire la grosse. Et on se dit, ah, allez, j'ai pas envie, je vais manger, machin. Donc vraiment, c'est important de faire les grosses tâches en premier et de les noter en priorité et s'organiser un peu sur la semaine, les semaines et les mois pour accomplir des grosses tâches. Ouais, puis du coup, ce qu'il faut, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de déléguer justement Les les petites choses voilà, que je trouve un peu fastidieuses. Voilà, quand c'est possible. Il y a des fois où c'est pas possible, donc là, on prend sur soi, quoi. C'est ça. Dites-vous à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que je pourrais, un, l'automatiser? Si oui, vous l'automatisez avec un logiciel ou autre. Deux, est-ce que je pourrais la déléguer si je ne peux pas l'automatiser? Le mieux, c'est d'automatiser, mais des fois, on ne peut pas. Genre, on ne peut pas automatiser la création d'un coloriage personnalisé. Donc, deux, déléguer, oui, tu as pris un designer. Et si après on répond non aux deux, je la fais, mais parmi toutes les choses qui restent à faire, laquelle est la plus importante? Et en général, on peut quasiment tout déléguer. C'est juste que on n'accepte pas. Enfin, ça demande un effort trop important de le faire et on le fait pas. Mais au final, on peut quasiment tout déléguer. Il y a qu'à voir les gros businessmen, ils font plus rien. Enfin, ils font que de chapeauter leur business et ils font pas les choses eux-mêmes. Donc, en vrai, on peut tout déléguer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Tu clair. peux imaginer un jour que tu as ton dessinateur, ton créateur d'intérieur de couverture, là, le traducteur, et puis une personne qui donne la ligne directrice éditoriale de ta maison d'édition, et puis la personne qui gère tes pubs, et au final, toi, tu fais plus rien. Ça, c'est vraiment le rêve quoi, pour un créateur KDP. Ouais, c'est clair. Après, je pense que ça met du temps hein, avant d'arriver à ça. Oui, je pense que c'est Tu vois, plusieurs années de faut quand même travail. trouver tout le monde. C'est clair qu'on se dit, ces mecs-là, ils font rien. Mais non, en fait, tout ce qu'ils ont fait avant, c'est colossal, quoi, comme travail. C'est clair. Mm. Il faut s'assurer que chaque chose a été faite avant de passer à la suite et il faut déléguer une chose qui est 100% maîtrisée. Comme ça, hop, on la délègue et ça enlève un caillou en moins à rentrer dans le bocal des tâches à faire chaque jour, quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, je pense qu'on a pas mal discuté. Ça fait une bonne heure, je crois. Si on regarde ça, ouais, ça doit être ça. Est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux? Je sais que là, en ce moment, ouais, j'ai ouvert mon canal Telegram, tu as fait la même chose. Peut-être qu'on Ouais, peut vite fait parler de tes réseaux où on peut te retrouver si on est intéressé par ton travail. ouais, alors, bon, bah, déjà, le site, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est www.kdpfastoche.fr. Voilà, j'ai une plateforme, enfin, Je le mettrai hein, dans la description. ouais, j'ai une page Facebook où j'annonce en fait toutes les nouveautés, les nouvelles sorties d'articles de blog. Et donc depuis hier, du coup, maintenant, il y a le canal Telegram où là, ça sera plus orienté sur, voilà, un peu sur les coulisses du business, sur les petites astuces, sur les avant-premières, les promotions, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc, tu parlais des avant-premières. Ouais, par exemple, voilà, ceux qui seront sur le canal et ceux qui le sont déjà, eux pourront avoir accès à des nouveaux intérieurs plusieurs jours avant la vraie sortie sur le site. Donc, c'est intéressant puisque finalement, le timing compte beaucoup. Donc, si vous avez quelques jours avant les autres un intérieur, vous pouvez faire la différence. Voilà, ouais.
Et aussi, je pense qu'on peut me retrouver sur d'autres groupes qui aiment bien parler de KDP Fastoche, que ce soit en bien ou en mal. En tout cas, dans tous les cas, voilà, les gens en parlent, les gens sont interpellés, on va dire, par ça. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est qu'il y a des gens en fait, qui critiquent, mais ils ne se rendent pas compte que, en fait, moi, ça me fait de la pub. Donc, ce qui se passe, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des fois où on voit des messages un peu de haters sur des groupes, et puis à ce moment-là, on voit des pics de visite et des pics de vente. Donc, ça, ça, je trouve ça juste génial. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à dire surtout n'achetez pas. Et moi, je le vois parce que j'ai l'historique des clients. C'est ces mêmes gens en fait qui achètent des intérieurs. Donc, Et la psychologie humaine, c'est assez bizarre. ouais, c'est assez spécial. Ouais. Juste avant de finir, pour ceux qui sont arrivés là, on va faire le petit rituel. Donc, dans la vidéo de Pierre B, vous devez mettre éléphant bleu dans les commentaires. Eh bien, cette fois-ci, vous allez mettre tigre rose dans les commentaires si vous arrivez jusqu'à la point de cette vidéo. Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, que vous êtes motivé et ça permettra de faire référencer un peu la vidéo. Bon, on va du coup conclure. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin sur KDP et un conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent? Ben, conseil, je pense qu'on a déjà donné pas mal. Mais bon, pour résumer un petit peu, voilà, l'idée, c'est de ne pas spammer, c'est de faire les choses intelligemment. Vous pouvez un petit peu dupliquer, mais voilà, en faisant les choses bien et en utilisant la traduction de vos livres. Et niveau stratégie long terme, voilà, pensez à se positionner quand même sur des niches où il y a beaucoup de demandes. Parce que voilà, faire sous-nicher le plus possible, ça peut être bien au début pour générer quelques ventes et puis pour être tout seul sur la requête. Mais voilà, sur le long terme, je pense il faut voir plus grand, il faut voir voilà, une vraie collection dans une niche où il y a de la demande. Et c'est comme ça, je pense que, en tout cas, ceux qui ont envie de faire ce business sur le long terme, je pense que c'est la voie à adopter. Écoute, je valide totalement ton analyse et je pense qu'on va tous se tourner de plus en plus vers cet arbitrage entre dominer des petites niches dans des segments. C'est intéressant pour le evergreen et le côté revenu passif d'avoir une base solide. Et ensuite, se professionnaliser, d'attaquer des grosses niches parce que c'est là où il y a l'argent et il faut aller là où la demande est le plus forte. Quitte à se frotter avec des autres publishers assez qualitatifs. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, faut un petit peu se battre. Ouais, complètement. Puis on n'en a pas parlé aussi, mais pas hésiter à céder de la pub. Je sais qu'on dit souvent qu'il faut faire de la pub voilà, une fois qu'on a des carnets qui sont des valeurs sûres, qu'on fait leurs preuves. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Mais ça peut être aussi intéressant, je trouve, voilà, pour booster l'effet lune de miel. Et puis voilà, pour aider son livre à ranker dans les premiers jours, quoi. Parce que voilà, c'est ça qui va faire, qui va après s'implanter dans le paysage d'Amazon, qui va rester sur le long terme, je pense. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, à ce propos, donc pour la pub, on a le live de d'hier pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui étaient dans le groupe Q4 où Stan est arrivé à 21h30 en surprise. On a parlé un petit peu de pub et sinon, de toute façon, on vous en parlera sur la chaîne de plus en plus parce que la pub, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Comme la concurrence augmente et qu'on parle donc de niches plus concurrentielles, de niches aussi à plus forte demande, il faut un élément pour se différencier, c'est la pub. Donc, on va en parler et on vous tient au courant. En 2021, on aura une formation là-dessus avec Stan Julian. Bon, bah, je pense que c'est un moment pour conclure. Merci beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant. Tu seras toujours le bienvenu sur la chaîne et, euh, et pour participer à tout ça. Franchement, bravo pour ton travail, c'est super. Je suis très content d'être ton partenaire pour partager KDP Fastoche avec mon audience. Et bah, je te dis à la prochaine et merci pour ton passage. Ben, salut Nico, merci à toi. C'était un beau moment d'échange. Cool, alors bah, avec plaisir à refaire. N'oubliez pas donc Tigre Rose et on se dit à la prochaine pour un prochain interview, une prochaine vidéo. Et beau Q4, belle vente et à la prochaine. Salut Clément!
Salut, ciao, ciao. Ciao.